Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on reparle de Rick. Ma dernière vidéo sur Rick date d'il y a maintenant quelques mois et elle avait fait à l'époque exploser les compteurs de vues de la chaîne. Mais dans cette vidéo là, je parlais du passé de Rick et de ce que l'on sait de sa vie d'avant le début des événements de la série. Cette fois-ci, on va parler de l'évolution du personnage au cours de la série, depuis le tout premier épisode jusqu'au dernier de la saison 6. Cette vidéo constitue donc en quelque sorte une suite à ma précédente vidéo sur le personnage. Je vous mets donc la vidéo en question en fiche, mais il n'est pas forcément nécessaire de l'avoir vue pour comprendre celle-ci. Sans plus attendre, c'est parti pour aborder l'évolution de Rick. Je me suis rendu compte à l'écriture de cette vidéo que l'évolution de Rick pouvait être traitée saison par saison. C'est donc ainsi que j'ai décidé de construire cette vidéo. Commençons donc par la saison 1. On retrouve Rick là où on l'avait laissé à la fin de ma précédente vidéo sur le personnage. Cela fait maintenant 1 an qu'il vit avec la version de sa famille qui avait été abandonnée par son ennemi juré, en attendant un éventuel retour de ce dernier. Il avoue dans la saison 6 que c'est bien la principale raison pour laquelle il a choisi de vivre dans cette dimension. Mon Rick d'origine a massacré toute ta famille et t'attendais juste qu'il revienne un jour. On dirait que t'as tout à fait compris, Morty. C'était un résumé parfaitement complet. Cela explique qu'il a peu d'attachement pour cette version de sa famille, du moins au début de la série. Mais cet éventuel retour de son ennemi juré, il ne semble plus tellement y croire. La preuve, dans l'épisode 6, il n'hésite pas à abandonner cette dimension et tous les membres de sa famille, à l'exception de Morty, pour déménager dans une autre dimension. Rick n'a donc plus vraiment d'espoir de retrouver Rick Prime et il ne semble pas non plus s'être attaché à cette nouvelle version de sa famille. Du coup, la seule raison apparente pour laquelle Rick reste vivre avec eux, eh bien c'est Morty. C'est une certitude que même Rick n'a jamais caché lui-même, il veut pouvoir traîner avec son petit-fils. L'un de ses principaux objectifs durant la saison 1 est d'ailleurs de faire en sorte que Jerry et Bess continuent de le laisser embarquer Morty dans ses aventures. Pour cela, il lui suffirait de se comporter avec un minimum de convenance auprès de sa famille, mais souvent il préfère user de mensonges ou de supercheries pour arriver à ses fins. Comme si tous ces stratagèmes lui demandaient moins d'efforts que de réellement bien se comporter avec sa famille. Rick étant encore traumatisé par son passé, il n'est pas étonnant qu'il refuse de créer de nouveaux liens et la saison 1 joue avec notre incertitude à déterminer si Rick ne traîne avec Morty que par intérêt ou si malgré tout il aurait développé un attachement involontaire pour cette version de son petit-fils. Le paroxysme de cette incertitude apparaît dans le 10e épisode de la saison, un épisode qui commence par nous montrer que la relation entre Rick et Morty s'est reproduite dans la majorité des univers, puis qui nous présente le concept des ondes cérébrales inférieures des Morty, qui permettrait de cacher les ondes cérébrales supérieures des Rick. De par le génie, les Rick ont une onde cérébrale facilement repérable. L'unique moyen d'échapper au radar ennemi est d'être près d'une personne dégageant des ondes dites inférieures, ça nous rend invisibles. En fait, quand Rick est avec un Morty, les ondes émanant de son esprit sont annulées par... des ondes morticiennes. Ceci explique pourquoi les Rick ont des Morty, pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils s'en servent comme des outils de camouflage. Morty va alors penser que son grand-père n'est pas différent des autres et qu'il ne fait que se servir de lui. Rick étant incapable d'avouer le moindre sentiment, il ne le contredira pas. À tes yeux, je suis pas différent de ta blouse ou de ton piston-portail de merde. Pour toi, je suis qu'un outil, je suis qu'un simple objet. J'y peux rien si c'est ce que tu penses. À présent, ferme-la. Mais dans ce même épisode, une fois face à l'un des souvenirs d'un bébé Morty, Rick se mettra à pleurer d'émotion. Alors, soyons bien clairs, on ne sait pas qui est ce bébé Morty. Le spectateur inattentif se dira que c'est notre Morty et que c'est la preuve des sentiments de Rick pour son petit-fils. Mais le spectateur attentif se souvient que Rick n'est revenu que depuis 1 an dans la vie de sa famille. D'ailleurs, ce fait nous est rappelé au tout début de l'épisode en question et ce n'est pas pour rien. Demain marque aussi le premier anniversaire de ton retour dans nos vies. Pour l'occasion, je vais te faire des pancakes en forme de soucoupe volante. Tout cela ne prouve pas non plus que le bébé Morty n'est pas notre Morty. On peut imaginer un scénario à base de mémoire effacée par exemple. En revanche, ce dont on peut être sûr, c'est qu'on ne peut être sûr de rien. L'incertitude autour de l'attachement de Rick pour Morty est donc préservée, du moins à ce moment-là de la série.
En parallèle, Rick développe aussi une relation un peu plus intime avec Summer, notamment au travers de 2 épisodes, celui sur Gazor Pazor, la planète matriarcale, et celui où Summer travaille dans une boutique tenue par le diable en personne. Logiquement, le dernier épisode de cette saison se termine par la réunion de nos 3 protagonistes, qui arrêtent le temps et profitent d'un moment ensemble. Mais cet épisode sera aussi l'occasion de dévoiler un aspect de Rick jusque-là plutôt caché, celui de sa souffrance intérieure qui est explicité par Condorman à Morty. Morty, sais-tu ce que la phrase « Bibopa Lula » signifie? C'est une expression sans queue ni tête que Rick répète tout le Ce temps. n'est pas sans queue ni tête du tout. Dans la langue de mon peuple, ça veut dire « Je ressens une grande souffrance, aidez-moi ». Vous voulez que je vous dise, dans sa bouche, c'est ironique. Non, Morty, ton grand-père ressent vraiment une très profonde souffrance. C'est pour ça qu'il se murge autant. À la toute fin de la saison, Rick avouera même son amour pour ses petits-enfants. Comme si le fait de faire littéralement une pause dans sa vie et de reporter tous ses problèmes et toutes ses souffrances à plus tard lui avait permis, pour une fois, d'être celui qu'il aurait voulu être si le destin ne l'avait pas privé du bonheur d'être en famille. Mais évidemment, Rick s'empresse de dire que ces déclarations n'étaient qu'une blague, comme si le doute devait toujours persister, même après cela. La deuxième saison démarre avec un épisode qui parle de fracture du temps. À la fin de cet épisode, Rick, Morty et Summer ont fracturé leur temps en 64 morceaux à cause de leurs indécisions. La seule manière pour qu'ils reviennent à la normale est qu'ils enfilent un collier qui leur a été donné par un agent de la police du temps de la 4e dimension. Mais l'un des 64 colliers que Rick avait réparé ne l'a pas été correctement. Du coup, l'un des 64 Morty ne peut pas enfiler son propre collier, et il tombe dans un vide infini. Rick plonge dans ce vide et rattrape Morty, mais celui-ci a fait tomber son collier. Rick va alors donner son propre collier à Morty, lui sauvant ainsi la vie tout en sacrifiant la sienne. Finalement, Rick retrouve le collier de Morty, le répare et tout redevient normal. Mais cet épisode joue encore une fois sur une ambiguïté, car les fractures du temps étant causées par les indécisions des personnages, on ne peut pas être sûr que les 64 Rick auraient tous pris la décision de se sacrifier pour sauver Morty. Au final, seul un des 64 Rick a eu l'occasion de prendre cette décision, alors que les 63 autres étaient en train d'engueuler Morty. Au final, même s'il est toujours difficile de cerner les véritables sentiments de Rick, on est maintenant sûr qu'au moins un 64e de Rick était prêt à se sacrifier pour sauver son petit-fils. Et en tant que spectateur, au fond, on se doute bien que l'attachement de Rick est réel et qu'il est simplement incapable de le formaliser, voire de se l'avouer lui-même. La saison 2 explore également plus en profondeur les souffrances de Rick, notamment dans l'épisode 3, celui avec Unity, qui parle de l'incapacité de Rick à être heureux et du fait qu'il comble cette incapacité avec l'alcool, la drogue et le sexe. De plus, Rick entraîne Unity dans ses travers, ce qui nous offre un parallèle intéressant entre Unity, qui est une conscience collective qui assimile d'autres formes de vie mais qui cherche à les améliorer, et Rick, qui est une conscience individuelle mais qui pousse inconsciemment les autres à le suivre dans ses dérives. À la fin de l'épisode, lorsque Rick prend conscience de tout ça, il finit même par tenter de se suicider, dans une scène qui, je pense, nous a tous un peu bouleversés la première fois. Nous avons aussi l'épisode 7 de cette saison, celui où Rick transfère sa conscience dans un clone de lui plus jeune, pour pouvoir s'inscrire au lycée de ses petits-enfants. Cette fois, l'épisode explore la peur de vieillir et de mourir de Rick, mais Summer analyse parfaitement les choses dans cet épisode, je vais donc la laisser s'exprimer. Grand-père, moi je crois qu'en transférant ton esprit dans le jeune cerveau de ce corps, il a fait ce que font les jeunes cerveaux. Il a mis toutes les pensées négatives dans un coin et a posé un mur tout autour. Mais ces pensées négatives, ce sont elles le vrai Rick. Penser que tu es vieux, penser qu'on va tous mourir un jour, penser que l'univers est si vaste que rien dedans n'a d'importance. Ces pensées sont qui tu es, t'es coincé là-dedans et tu peux sortir qu'à travers les angoisses existentielles adolescentes de mini-Rick. Passons maintenant au dernier épisode de la saison 2, celui du mariage de Condorman. Durant tout le début de ce mariage, Rick passe son temps à se morfondre et à déblatérer ses habituelles diatribes à propos du mariage et des relations amoureuses. Il continue comme ça jusqu'à son discours de témoin, durant lequel il se montre encore une fois cynique.
Mais à la toute fin du discours, à la surprise générale, il se montre finalement heureux pour son meilleur ami. Seulement voilà, Condorman est mon meilleur ami. Et s'il aime Tammy, eh ben, dans ce cas, j'aime Tammy aussi. À l'amitié, à l'amour et à la plus grande de toutes mes aventures, celle qui consiste à ouvrir mon cœur aux autres. Ironiquement, pour une fois que Rick se décide à ouvrir son cœur, les événements qui suivent vont lui donner tort, puisque quelques instants après, Tammy révèle sa véritable identité, puis tire sur Condorman en manquant de peu de le tuer. Cette mésaventure a certainement conforté Rick dans ses idées et dans son incapacité à avouer le moindre sentiment, une incapacité qui persiste encore dans les saisons récentes. À la fin de l'épisode, toute la famille se voit obligée de se cacher de la Fédération et de vivre isolée. Comme à la fin de l'épisode avec Unity, Rick se rend alors compte qu'il est un fardeau pour ses proches. Il va donc décider de se dénoncer lui-même à la Fédération afin de permettre à sa famille de mener une vie à peu près normale. Une décision qui peut paraître assez peu logique, car mis à part Jerry, aucun des membres de la famille Smith ne souhaitait que Rick se dénonce, et surtout pas Bess, qui vit cela comme un deuxième abandon paternel. Mais comme vous le savez, Rick n'a pas prévu de moisir en prison très longtemps. On en arrive maintenant à la 3e saison, une saison qui est charnière dans l'évolution de Rick. Dans cette saison, on nous le montre au maximum de sa puissance. Dans le premier épisode, on le voit à la fois s'évader de la prison intergalactique, faire s'effondrer toute l'économie de la Fédération, détruire une grande partie de la citadelle, se débarrasser du conseil d'Eric et sauver ses petits-enfants. Au passage, il se débarrasse également de Jerry, le seul membre de la famille à lui être hostile, car son retour va provoquer le divorce entre Jerry et Bess, faisant de Rick le nouveau patriarche de sa famille. Jusqu'ici, c'était Jerry qui alertait Bess sur la mauvaise influence que Rick pouvait avoir sur Morty et Summer. Maintenant qu'il n'est plus là, Rick a le contrôle total sur sa famille, et il compte bien en profiter. Cependant, Rick a certes gagné le rapport de force au sein de sa famille, mais il a aussi gagné en responsabilité, et il se voit maintenant obligé de se confronter aux problèmes émotionnels des membres de sa famille. Et ces problèmes-là, ce sont les seuls qu'il est incapable de résoudre. Il va donc tenter de les fuir, comme dans l'épisode 3 où il se transforme en cornichon pour échapper à la thérapie familiale. Cet épisode est l'illustration parfaite de la position de Rick dans cette saison, à la fois surpuissant sur le plan scientifique, puisqu'il réussit à détruire toute une organisation paramilitaire alors qu'il était transformé en cornichon, et en même temps totalement incompétent sur le plan émotionnel, comme nous l'explique le Dr Wong. Rick, le seul lien entre l'incontestable intelligence qui est la vôtre et le mal qui ronge votre famille, c'est qu'au sein de cette dernière, tout le monde, y compris vous, utilise l'intelligence pour justifier la maladie. Vous semblez percevoir votre esprit tantôt comme une force inarrêtable, tantôt comme une malédiction à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Je pense que cela vient du fait que la seule chose que vous refusez de concevoir ou d'assimiler, c'est que votre esprit est sous votre contrôle. Parce que, vous savez, le fait de réparer, de réconforter et de nettoyer les âmes, c'est tout sauf une aventure. Bien que cela revête parfois un caractère vital, c'est seulement un travail. Et des problèmes émotionnels, il en a pourtant un gros paquet à gérer durant cette saison, et il va à chaque fois se foirer lamentablement. Lorsque ses petits-enfants vivent mal le divorce de leurs parents, il en profite pour les embarquer dans une aventure dangereuse. Lorsqu'il doit participer à une thérapie familiale, il se transforme en cornichon pour ne pas avoir à y aller. Lorsque Bess est confrontée à une crise existentielle, il ne trouve rien de mieux que de lui conseiller d'abandonner sa famille. Et lorsqu'elle lui demande de choisir pour elle, il en est tellement incapable qu'il préfère créer un clone de sa propre fille, faire en sorte de ne plus savoir laquelle est la vraie et en envoyer une au hasard voyager dans l'espace. La saison 3 est donc pour Rick la saison de ses plus grandes réussites, mais aussi de ses plus grands échecs. Et en toute fin de saison, celui qui résoudra finalement les problèmes de Bess, c'est Jerry, ce qui conduit le couple à se remettre ensemble. Rick n'a cette fois-ci pas d'autre choix que de s'incliner. Il perd donc le rapport de force qu'il avait sur sa famille, ainsi que le contrôle qu'il avait sur Bess, car celle-ci a maintenant surmonté sa peur de l'abandon.
Nous sommes une vraie famille maintenant. Par bien des aspects, c'est un retour à la saison 1, mais en version simplifiée. Jerry et moi sommes 2 parents mariés et heureux. Et toutes mes angoisses préexistantes que tu m'abandonnes sont maintenant caduques. Au final, si la saison 3 met en exergue à la fois les plus grandes forces et les plus grandes faiblesses de Rick, ce sont bien ses faiblesses qui l'ont emporté sur ses forces. En revanche, cette saison 3 lui aura aussi permis de se rapprocher de sa fille. En l'absence de Jerry, il a été obligé pour la première fois de sa vie de se comporter comme un véritable père pour Bess. Certes, cela n'a pas été une réussite, mais le fait d'être confronté aux problèmes émotionnels de sa fille, d'en être le responsable et d'avoir un impact sur l'évolution de ceux-ci, lui a permis de s'attacher véritablement à Bess, de la même manière qu'il est attaché à Morty. Pourquoi tu ferais ça pour moi? J'en sais rien, peut-être que t'as si peu d'importance que je t'aime bien, ou justement peut-être que c'est pour ça que t'en as. Peut-être que je t'aime, peut-être un rapport avec ta mère. Commence pas à mordre la soupe qui te nourrit. Et à partir de maintenant, Rick va devoir prendre en considération les sentiments de sa famille et apprendre à vivre en famille sans avoir le contrôle total sur elle. La saison 4 est finalement celle dans laquelle l'évolution de Rick est la plus brutale. Désormais, lorsqu'il veut partir à l'aventure avec Morty, il doit d'abord s'assurer que celui-ci et le reste de sa famille sont d'accord. Une situation qui, au départ, dans le premier épisode de cette saison, lui déplaît fortement, car ce n'est pas sa façon habituelle de fonctionner. Mais au cours de cet épisode, il rencontre un Rick Gep qui lui vit beaucoup plus en harmonie avec sa famille. Notre Rick, qui vient de passer une saison 3 dans laquelle il a été confronté à des problèmes émotionnels qu'il n'a pas su gérer, et dans laquelle il s'est rendu compte de l'attachement émotionnel qu'il éprouvait pour sa famille, trouve finalement que ce mode de fonctionnement peut avoir du bon. Est-ce que je peux emprunter Morty pour aider le Rick perdu à retourner dans sa réalité à base de primates? Morty, tu as fini tous tes devoirs? Non, pas encore. Désolé, papa. Non, ne sois pas ma chérie, on est solidaires les uns des autres, on est des guêpes, on n'est pas des monstres. Ma vie est peut-être pas si nulle en fin de compte. C'est à partir de là que Rick fera preuve de plus d'efforts et de plus de considération envers sa famille. Il accepte les nouvelles règles du jeu et se montre souvent plus tendre avec les siens. Globalement, cette saison nous montre une famille beaucoup plus unie qu'avant. Évidemment, la réconciliation de Bess et Jerry y est pour beaucoup, mais les efforts de Rick ne sont pas non plus à négliger. C'est d'ailleurs le thème du dernier épisode de cette saison. Ils doivent parvenir à s'unir et s'entraider pour vaincre la Fédération, et ils réussissent. En revanche, les erreurs passées de Rick finissent par le rattraper, car cet épisode est aussi celui du retour de la Bess de l'espace. L'ensemble de la famille va donc lui en vouloir pour ses choix et pour avoir caché la vérité. Et si Rick a effectivement commencé à évoluer, il va maintenant, en plus de ça, devoir racheter ses fautes. Et la scène finale de cette saison nous montre qu'il en a bien pris conscience. Putain, je suis vraiment un père horrible. Puisque je n'ai pas grand chose à dire sur la saison 6, on va accélérer un peu et traiter les 2 dernières saisons dans cette dernière partie de vidéo. Dans la continuité de la fin de la 4, la saison 5 nous propose beaucoup d'intrigues qui réunissent toute la famille et où elle doit apprendre à s'entraider contre l'adversité. Rick est maintenant dans une position de rédemption vis-à-vis de sa famille, et l'une de ses priorités désormais est de la protéger d'éventuelles menaces. C'est aussi une saison dans laquelle Rick semble plus faible que jamais et où il commet beaucoup plus d'erreurs. C'était déjà un petit peu le cas dans la saison 4, mais ça l'est encore plus dans celle-ci. Les épisodes qui le mettent en valeur et démontrent sa surpuissance comme dans la saison 3 se font maintenant extrêmement rares, voire inexistants. D'ailleurs, c'est un aspect qui dérange un certain nombre de fans de la série, qui ont l'impression que Rick aurait été en quelque sorte nerfé. Et oui, certes, c'est le cas, mais il faut bien comprendre que la série n'a jamais cherché à rendre les capacités de Rick cohérentes d'un épisode à l'autre. Celles-ci se sont toujours adaptées en fonction de ce que les auteurs ont décidé de raconter, car la puissance de Rick dans Rick et Morty est avant tout symbolique.
Lorsque dans la saison 3, les auteurs ont voulu mettre en parallèle les forces de Rick sur le plan scientifique et ses faiblesses sur le plan émotionnel, alors la représentation de sa surpuissance était au service de la narration. Maintenant qu'ils ont décidé de se concentrer sur sa culpabilité et sur son besoin de changer, alors c'est au contraire le fait de le montrer vulnérable et capable de commettre des erreurs qui est désormais au service de la narration. Et c'est bien ce que l'on voit à la fin de la saison 5, lors de l'ultime confrontation face à Evil Morty. Ce que cherche à nous raconter la série dans cette fin de saison, c'est les retombées des vieilles erreurs de Rick, notamment celle d'avoir créé la Citadelle qui a engendré le système de domination des Rick sur les Morty et dont Evil Morty représente la conséquence. On cherche aussi dans cet épisode à nous faire comprendre que Rick ne pourra pas affronter ces conséquences seul. Il aura besoin de l'aide de ses proches et notamment de celle de Morty. Ce qui se traduit donc par le fait que Rick est vaincu par les débris de sa propre création qui lui retombent littéralement sur la gueule. Et c'est bien Morty qui le sort de ce mauvais pas. Le bilan de cette saison 5, c'est que Rick doit comprendre qu'il n'est pas seul et qu'il doit apprendre à compter sur les autres, surtout sur Morty, s'il veut régler ses problèmes et évoluer. Dans le premier épisode de la saison 6, Rick retrouve enfin son ennemi juré, et il est prêt à plonger la tête la première dans le piège de ce dernier pour pouvoir l'affronter. Encore une fois, c'est Morty qui le sauve en le ramenant à la raison et en lui rappelant que le reste de la famille est en danger. Rick prend la bonne décision, mais c'est bien grâce à la présence de Morty. La suite de la saison 6 ne fait pas énormément évoluer le personnage de Rick. À la limite, on peut parler de sa relation avec Jerry, qui s'est quand même nettement améliorée, mais ça s'est plutôt fait au fur et à mesure des saisons. Ou encore de l'épisode 8, dans lequel il accepte pour une fois de suivre les conseils du Dr Wong, à voir si cela se confirme par la suite. Il faut finalement attendre la toute fin du dernier épisode pour que Rick comprenne ce que nous avons compris à la fin de la saison 5, à savoir que celui-ci aura besoin de Morty pour mener sa quête de vengeance. En définitif, Rick a évolué lentement mais sûrement tout au long de la série. Il a maintenant beaucoup plus conscience de ses propres faiblesses et de ses besoins. Il est maintenant beaucoup plus attaché à sa nouvelle famille et a pour but de devenir un meilleur père et un meilleur grand-père. Mais pour ça, il va d'abord devoir affronter les démons de son passé et les vaincre. Je suis très curieux et impatient de voir quel sera le prochain stade de son évolution dans la saison 7 qui arrive bientôt, en espérant que cette nouvelle saison nous propose des intrigues palpitantes qui le mettront encore plus à l'épreuve. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, surtout que celle-ci était plutôt longue. Les deux prochaines devraient normalement être un peu plus courtes. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas le faire et je le comprends, mais j'aimerais voir jusqu'où on pourrait faire grimper ce compteur d'abonnés. Laissez évidemment aussi des likes et des commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.